D'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité sont exactement les mêmes en termes d'ordre de grandeur que les épidémies d'influenza qu'on a année après année. Ni plus, ni moins. Ce qui est rassurant quand même. Et puis, depuis le début, on a ce traitement médiatique assez halluciné qui en fait une espèce de catastrophe apocalyptique avec un ensemble d'indicateurs qui sont balancés à la face des gens et dont j'ai dit depuis le début, vous feriez la même chose avec la grippe année après année ou avec les cancers ou avec les maladies cardiovasculaires, vous généreriez le même état de terreur dans la population. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a effectivement une mortalité très importante dans nos pays, plus que partout ailleurs, avec un discours de la part des autorités qui est intenable sur le plan scientifique, qui est le fait de dire « heureusement qu'on a confiné les gens, regardez le nombre de morts que ça génère, puis si on ne l'avait pas fait, il y aurait encore plus de morts ». Alors qu'une analyse scientifique de la situation montre que les pays où les taux de mortalité ont été les plus faibles, et je rappelle quand même qu'en Corée du Sud, le taux de mortalité était de 4 par million d'habitants. En Suisse, actuellement, on est à 180. En Espagne, on est à 400. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur. Il y a 100 fois plus de morts proportionnellement en Espagne qu'en Corée. Toute l'épidémiologie infectieuse nous apprend que ce qu'on a fait est l'inverse de ce qu'il fallait faire. Il ne faut surtout pas confiner l'ensemble de la population comme on l'a fait. Il faut dépister très rapidement pour voir quelles sont les personnes contagieuses et elles les isoler le temps qu'elles ne le soient plus. Et si jamais on fait ça, l'épidémie passe en quelques semaines sans faire de dégâts. Nous, on a fait tout l'inverse, avec des pertes massives. Donc ce que je dis, c'est que l'essentiel des morts du Covid sont des morts politiques. Sont des morts comme conséquence d'une politique sanitaire imbécile et létale. Donc ça a tué des milliers de personnes, des décès évitables si on avait réagi intelligemment, et des autorités qui viennent nous dire d'une manière mais scandaleuse. Regardez à quel point le virus est dangereux. Alors de nouveau qu'il n'est pas plus dangereux que le virus de la grippe. Donc on marche vraiment sur la tête, on est dans des zones de malhonnêteté intellectuelle et à mon sens même de perversité. Nous sommes le samedi 25 avril 2020. Athlé.ch, média d'athlétisme comme symbole de lutte vers le meilleur niveau, et Fusis Philosophie vous propose une déconstruction du moment sidérant, énigmatique et inquiétant que nous vivons avec le Covid-19. On est à Genève, en compagnie d'un des meilleurs anthropologues et experts mondiaux en matière de santé publique, avec Jean-Dominique Michel, qui a étudié pendant plus de 30 ans les pratiques de soins et dispositifs sanitaires en Europe et dans le monde, qui a enseigné dans une quinzaine de programmes universitaires et hautes écoles en Suisse et à l'étranger, qui a peut-être travaillé comme nul autre ces 6, 7, 8 dernières semaines pour comprendre et mettre en perspective ce qui nous arrive. Bonjour Jean-Dominique Michel. Bonjour, merci pour cette introduction qui évidemment m'intimide un peu. Je ne suis pas sûr de mériter tous ces éloges, mais enfin c'est vrai que j'ai essayé de faire un travail intellectuel autour de ce que j'observais. Alors première question très personnelle, j'ai pu lire que Jean-Dominique Michel avait attrapé le virus. Oui, c'est vrai, j'ai une expérience personnelle du Covid. Alors, je dois dire de manière relativement sereine, parce qu'à ce moment-là, je savais déjà que hors catégorie à risque, et notamment le fait de déjà souffrir d'une pathologie chronique, qui est en fait ce qui expose réellement au fait de connaître des états graves ou critiques de la maladie, je n'étais pas particulièrement en danger. C'est vrai aussi que la démarche fondamentale de l'anthropologie, c'est l'observation participante. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on cherche à tomber malade quand on étudie par exemple un service d'oncologie ou cardiovasculaire, de cardiologie, mais enfin toujours est-il que pour moi ça a eu un intérêt de me dire ah bah oui, je vais le vivre de l'intérieur, et puis de surcroît avec un cheminement personnel, parce que j'ai été assez vite convaincu de l'intérêt des propositions du professeur Raoul à Marseille, mais enfin qui ne faisait que reprendre des stratégies qui avaient déjà été mises en œuvre en Chine et en Corée avec succès. Donc j'étais relativement convaincu de l'intérêt du médicament qui est interdit en Suisse
à mon sens de manière scandaleuse, en pratique privée depuis les débuts de l'épidémie. J'ai réussi à convaincre mon médecin, qui est quelqu'un d'ouvert d'esprit et de courageux, de me faire une prescription, mais me heurtant au rideau de fer des pharmacies. Le remède a été réservé à la pratique hospitalière. Donc j'ai dû, et je le raconte effectivement dans un article, mais ce que je trouve, alors c'est amusant d'un côté, mais c'est profondément sordide de l'autre, j'ai dû aller de manière clandestine me procurer une boîte d'un remède qui pouvait hypothétiquement me sauver la vie et que les autorités, de manière totalement injustifiable, ont interdite. Et là, effectivement, ça nous plonge d'emblée, j'ai envie de dire, dans des lignes de force sociétales, alors dont je me rends bien compte qu'elles échappent à la plupart des gens, parce qu'ils entendent ce que les autorités disent, ils n'ont pas fondamentalement de raison d'en douter, ils appliquent de manière scrupuleuse. Et je m'y suis moi-même engagé depuis le début, ce qu'on nous demande, et évidemment que nous avons tous à le faire. Par contre, je l'ai aussi dit depuis le début, c'est que cette situation ne devait surtout pas nous conduire à un empêchement de la pensée, parce qu'en fait, on sait, même sur le plan de la salutogenèse, donc tout ce qu'on fait pour entretenir et soutenir notre propre santé, que le fait de penser, de se renseigner, de se documenter, de mettre en contraste les points de vue des uns et des autres pour se forger sa propre opinion, enfin, le cœur de la démarche philosophique, de la démarche intellectuelle, de la démarche scientifique, est évidemment crucial. Et donc, si on s'interdit de penser au motif qu'il faut juste obéir aux autorités, eh ben, on est dans un non-sens. Donc, moi, j'ai obéi scrupuleusement aux autorités, sauf pour le Plaquenil, où là, je me suis rebellé dans les faits contre cette prescription, à mon avis, criminelle, et qui a probablement tué des centaines de personnes. Mais en dehors de ça, où ma survie était en jeu, j'ai évidemment joué tout selon scrupuleusement ce que les autorités nous demandaient. Et vous avez, malgré la maladie, continué à travailler, vous avez publié de nombreux articles, comme on l'a fait nous sur fusis.ch, relayé sur atelier.ch, une série d'articles sur votre blog, qui est hébergé par le site web de la Tribune de Genève. Et chacune de vos analyses a rencontré un succès retentissant sur les réseaux. Et pourtant, on ne vous a pas vu, pas entendu sur les chaînes du service public ou dans les grands journaux de l'arc lémanique. Pourquoi la personnalité médiatique qu'est Jean-Dominique Michel a été boudée par les médias? Alors, ce que j'observe en effet, alors déjà, pourquoi est-ce que mes articles ont eu autant de succès? Je m'y attendais pas du tout, à vrai dire, et notamment parce que le premier, le 18 mars, où je rassemblais un peu tout ce que je pouvais analyser de la situation à la lumière de mes connaissances d'anthropologue médical. Qui s'appelle Covid, fin de partie. Voilà, était particulièrement long, particulièrement fouillé. Il abordait une à une les différentes facettes, et c'est typiquement le genre de production dont si j'avais cherché un succès quelconque, n'importe quel bon coach en communication m'aurait dit ne fais surtout pas ça, c'est le meilleur moyen de ne pas trouver ton public. Et en fait, il a été lu par plus d'1,5 million de personnes, traduit dans différentes langues, circulé dans le monde entier. Alors pourquoi? D'abord, évidemment, parce que, et puis ça, je crois, j'ose le dire sans fausse modestie, l'essentiel de ce qui contenait a été validé depuis. Il y avait beaucoup de points d'interrogation à l'époque. Et pour en donner juste un exemple, je me suis attaqué de manière très frontale, mais aussi mu par un certain sentiment d'indignation face au silence de mes collègues. Moi, je ne suis pas un épidémiologue des maladies infectieuses. Je suis un épidémiologue des maladies non transmissibles. C'est pas très différent, il y a des subtilités, mais en l'occurrence, je me permettrai pas de dire, en tant qu'épidémiologue des maladies infectieuses, voilà mon analyse. Donc, étant donné le fait que c'est pas ma spécialité, je m'intéresse à ce que disent les meilleurs dans leur domaine et j'essaye de contraster ça avec ce que les autorités nous disent. Et donc, dans ce travail de contraste, il y a effectivement un ensemble de choses qui sont apparues, qui m'ont paru extrêmement contestables dans ce qu'on nous disait. Et par exemple, j'ai écrit le 18 mars que, à mon avis, le taux de mortalité dont on nous disait à l'époque qu'il était à 3,5 ou à 4% pour les personnes ayant contracté la maladie était au moins 10 fois ou 15 fois plus bas et probablement encore plus. Et ben, toutes les recherches sérieuses qui sont sorties depuis l'établissent à moins de 0,3%, c'est-à-dire l'équivalent de la mortalité de la grippe, de l'influenza. Et ça, je l'ai dit très précocement. Donc, voilà, je suis content d'avoir eu des sagacités. Mais, par ailleurs,
dont ce qui m'étonne est qu'elle n'avait rien d'exceptionnel. N'importe quel professionnel sérieux se penchant sur ces données aurait dû arriver aux mêmes conclusions que moi. C'est pas que je suis génial ou que j'ai des sagacités surnaturelles, c'est juste que n'importe quelle personne honnête et compétente devait arriver à ces conclusions-là. Donc là, moi, j'ai évidemment une colère contre mes collègues en me disant, mais comment est-ce qu'ils ont pu laisser passer des choses pareilles et ne pas dire ce que moi, dans mon coin, avec ma maladie, confinée dans une pièce de 12 mètres carrés, voilà, ne pouvais que percevoir comme une évidence. Et puis l'autre élément, et beaucoup de gens m'en ont fait le retour, j'ai reçu des milliers de mails, mais littéralement, de personnes qui me disaient « Mais merci, vous mettez des mots sur ce que je percevais intuitivement, ou vous me donnez des éléments intelligents avec lesquels réfléchir, là où le discours officiel relayé par les médias est en fait une espèce de propagande. » Alors voilà, que le gouvernement considère que ses opinions sont justifiées, c'est leur droit. Que les médias disent voilà ce que le gouvernement pense, bah, ils sont dans leur rôle. Mais après, occulter toute pensée divergente, et notamment si elle est bien documentée et intelligente, là on se retrouve face à une vraie question. Vous savez comme moi que la communication du Conseil fédéral a dérivé vers la communication de pays autoritaires. C'est vraiment une interdiction de tout échange et de tout débat. Les questions doivent être soumises au moins 1 heure à l'avance. On n'a pas le droit de réponse, il n'y a pas de rebond. Donc on est vraiment dans de la propagande étatique. Et malheureusement, de ce point de vue-là, les médias officiels ou établis en Suisse ont joué un rôle lamentable. C'est-à-dire vraiment interdiction du débat d'idées, tourner en boucle dans les mêmes considérations inintéressantes. Et puis, et j'en terminerai avec ça, un phénomène que j'observe aussi avec les éthiciens, qui pour moi sont scandaleusement absents depuis le début de cette affaire, où finalement ils parlent que de questions secondaires et sans importance. Ils commentent très volontiers le temps qu'il va faire, mais s'attaquer aux vraies questions éthiques qui sont soulevées par cette problématique, il n'y a personne. C'est un silence assourdissant. Alors, avec pour moi l'avantage, en l'occurrence, mais c'est un avantage malheureux, que ma foi, quand tout le monde se tait, quand quelqu'un parle, eh ben, c'est entendu. Donc c'est vrai que ma voix a été très audible. Sur les réseaux, sur Internet, mais voilà. pas les gens qui lisent les médias officiels. C'est juste, à part la France, où là tous les grands médias se sont intéressés à moi, mais dans l'angle, quel est ce soutien un petit peu suspect au professeur Raoult, et est-ce qu'il fait partie des fanatiques de ce nouveau gourou, et sans franchir la barre d'entamer une réflexion intelligente sur les propos que j'avançais. Donc on peut dire que les médias ont failli à leur tâche, qui est de permettre aux gens de comprendre, de donner un sens à ce qu'ils vivent. Bah déjà, je crois qu'il n'y a plus vraiment de médias pour parler français. Alors, ils se plaignent à cette occasion qu'ils sont dans une situation dramatique. Bah oui, évidemment, quand on se comporte comme ça, c'est quand même difficile de prospérer. Mais je le dis vraiment, alors c'est effectivement un peu cruel comme constat, mais la réalité est cruelle. C'est-à-dire que vous avez des médias de service public qui, de toute manière, sont aux bottes des autorités, c'est comme ça depuis toujours, et ils ont une marge de manœuvre très limitée quant au fait de soulever les vrais problèmes. Et puis après, les autres médias, ils sont tous possédés par des groupes qui appartiennent à des grands groupes industriels ou à des milliardaires. En France, il n'y a plus de médias indépendants, à part Mediapart, mais qui joue un jeu quand même assez étrange, qui d'un côté est un bon média et de l'autre côté fait aussi du journalisme de caniveau, et le Canard enchaîné. Mais en dehors de ça, trouver un média indépendant où il y ait des journalistes qui aient une vraie liberté de parole et d'investigation, ça n'existe plus. Donc le constat, c'est que la presse n'existe plus. Vous avez écrit que c'était une épidémie plus médiatique que sanitaire, finalement. Alors, oui, enfin, comment dire ? De nouveau, les données telles qu'aujourd'hui, on les connaît. Il peut y avoir des surprises. Aucune conviction scientifique n'est jamais définitive. Edgar Morin a soulevé très justement que le propre d'une théorie ou d'une hypothèse scientifique, c'est qu'elle est réfutable. Et notamment aujourd'hui, quand on voit des médecins qui disent on a besoin de certitudes scientifiques sur l'hydroxychloroquine, c'est une imbécilité. On n'a jamais de certitude scientifique. Si on a une certitude, c'est qu'on n'est plus dans la science. Et de mon point de vue, beaucoup de ces gens-là ne sont plus dans la science. Donc, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid, en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité, sont exactement les mêmes, en termes d'ordre de grandeur, que les épidémies d'influenza qu'on a année après année. Ni plus, ni moins. Ce qui est rassurant quand même.
Et puis, depuis le début, on a ce traitement médiatique assez halluciné qui en fait une espèce de catastrophe apocalyptique avec un ensemble d'indicateurs qui sont balancés à la face des gens et dont j'ai dit depuis le début, vous feriez la même chose avec la grippe année après année ou avec les cancers ou avec les maladies cardiovasculaires, vous généreriez le même état de terreur dans la population. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a effectivement une mortalité très importante dans nos pays, plus que partout ailleurs, avec un discours de la part des autorités qui est intenable sur le plan scientifique, qui est le fait de dire « heureusement qu'on a confiné les gens, regardez le nombre de morts que ça génère, puis si on ne l'avait pas fait, il y aurait encore plus de morts. » Alors qu'une analyse scientifique de la situation montre que les pays où les taux de mortalité ont été les plus faibles, et je rappelle quand même qu'en Corée du Sud, le taux de mortalité était de 4 par million d'habitants. En Suisse, actuellement, on est à 180. En Espagne, on est à 400. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur. Il y a 100 fois plus de morts proportionnellement en Espagne qu'en Corée. Toute l'épidémiologie infectieuse nous apprend que ce qu'on a fait est l'inverse de ce qu'il fallait faire. Il ne faut surtout pas confiner l'ensemble de la population comme on l'a fait. Il faut dépister très rapidement pour voir quelles sont les personnes contagieuses et elles les isoler le temps qu'elles ne le soient plus. Et si jamais on fait ça, l'épidémie passe en quelques semaines sans faire de dégâts. Nous, on a fait tout l'inverse, avec des pertes massives. Donc ce que je dis, c'est que l'essentiel des morts du Covid sont des morts politiques. Sont des morts comme conséquence d'une politique sanitaire imbécile et létale. Donc ça a tué des milliers de personnes, des décès évitables si on avait réagi intelligemment, et des autorités qui viennent nous dire d'une manière mais scandaleuse. Regardez à quel point le virus est dangereux. Alors de nouveau qu'il n'est pas plus dangereux que le virus de la grippe. Donc on marche vraiment sur la tête, on est dans des zones de malhonnêteté intellectuelle et à mon sens même de perversité. Et le seul frein qui pourrait y avoir, ça serait du côté de la presse, qui revendique une liberté, qui pointe régulièrement du doigt tous les pays qui font pas bien, alors que c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Oui, et là je suis effectivement très critique des politiques sanitaires mises en place. Alors en Suisse, un tout petit peu moins mal qu'en France, mais enfin c'est quand même basé sur le même paradigme, donc il est quand même faux de A à Z. Et puis j'ai dans un premier temps exprimé très clairement mon soutien aux autorités en disant on ne sait pas très bien dans quoi on est, ils prennent des décisions. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a cet avantage de le faire de manière beaucoup moins polémique. Douce. Ouais, dans le déchirement, de la dramaturgie, comme c'est le cas en France, ce côté un peu plan-plan. On revient d'une course d'école avec le saucisson dans le sac à dos, on se pose et puis on regarde tranquillement ce qu'il en est. Donc j'étais plutôt supportif, j'ai envie de dire, de cette posture. Là où je m'en suis complètement éloigné, c'est que le b.a.-ba de l'intelligence, c'est de vérifier si les hypothèses qui étaient les nôtres résistent à la confrontation avec le réel, et que depuis le début, on est dans la même absurdité. De nouveau, qu'on ait pris des mauvaises réponses au début, je jette la pierre à personne, même si on aurait dû être préparé, parce que ça fait 20 ans qu'on connaît ce danger et qu'on s'y prépare, et qu'il y a eu des très bons plans qui ont été faits, notamment par le directeur précédent de l'Office fédéral de la santé publique, Thomas Zellner, qui avait fait des plans pandémie qui étaient parfaitement pertinents. Or, quelques années après, une pandémie arrive, et puis on a l'impression que les autorités politiques et sanitaires découvrent à cette occasion ce que c'est qu'une pandémie. Donc là, évidemment qu'il y a une question de responsabilité politique extrêmement aiguë. Cela dit, étant donné qu'on était si mal préparés, que les autorités, dans un premier temps, pris des options, et ça, il faut le faire, il faut prendre des partis. Et même si ce n'est pas les meilleurs, franchement, je ne leur aurais jamais jeté la pierre. Et au contraire, j'ai dit dans un premier temps que je trouvais rassurant comment elles se comportaient. Ce qui ne l'est pas, c'est que depuis, alors même que tout vient confirmer que les décisions n'étaient pas les bonnes et qu'il faudrait d'urgence en prendre de meilleures, eh ben, ils sont dans l'incapacité de reconnaître cet état de fait et de corriger le tir. Et ça, c'est lamentable. Si on revient en arrière, donc on a ignoré l'épidémie en Chine, tout s'est précipité, ou plus ou moins ignoré, on en a parlé, on pensait que ça allait plutôt rester par là-bas, et tout s'est précipité quand le virus est arrivé en Italie. Comme dit Gérald Bronner, le sociologue, quand il y a un inédit, les cerveaux qui déraillent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu aussi vite
déraillé, d'abord en Italie et ensuite partout dans l'Europe et dans le monde. Oui. Alors c'est là où effectivement faire l'anatomie du désastre, comme je l'appelle, La déconstruction, l'anatomie, est vraiment intéressante parce que effectivement, et moi le premier, nous avons été leurrés en partie par notre espérance procédant des épisodes épidémiques antérieurs. Depuis l'an 2000, il y a eu un ensemble de départs de feu. On se souvient d'un certain nombre, déjà un premier SARS en 2003, puis la grippe porcine, puis le H1N1. Donc il y a eu des départs de feu, ou Ebola, qui heureusement, et ça arrive souvent avec les épidémies, se sont éteintes à un moment donné sans qu'on sache vraiment expliquer pourquoi, d'ailleurs. Et donc, ce coup-ci, on s'est dit, voilà, c'est la énième, nous-mêmes, appel au loup, au secours, au loup, puis on se précipite, puis il n'y a pas de loup, donc on ne va pas se faire avoir ce coup-ci. Et moi aussi, ça a été en partie une première réaction, je dirais, un peu viscérale. Cela dit, ça va quand vous êtes un vulgaire Pékin, comme vous ou moi. Mais quand vous êtes un responsable politique ou un responsable sanitaire en charge de la santé d'une population, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez vous dire quel est le pire cas de figure possible, et puis quelles sont les mesures qu'il faut prendre en place pour que si le scénario n'est pas aussi favorable qu'on l'espère, on puisse vraiment s'ajuster à la réalité des choses. Et là, on voit ce différentiel entre des pays qui ont eu des bonnes réactions, je pense évidemment à l'Allemagne. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce virologue à Berlin qui a justement hurlé au loup très vite, mais au moins ça a fait réagir tout le monde. C'est vrai aussi qu'Angela Merkel est une scientifique, donc je pense qu'au niveau de la gouvernance du pays, il y a une intelligence de ces choses qu'il n'y a pas ici. La Corée a réagi comme ça, Hong Kong a réagi comme ça, Singapour a réagi comme ça, enfin tous les pays qui ont eu du succès contre l'épidémie ont réagi comme ça. Puis les pays européens, eux, ont attendu de voir si jamais l'hypothèse qu'au fond, ça pouvait ne pas être aussi grave qu'on pouvait le redouter, tenait la route ou pas. Et ça, en termes de nouveau de responsabilité politique et de gouvernance, c'est une aberration, je veux dire. Et du coup, quand l'épidémie est arrivée et qu'on a vu son ordre de gravité réel, c'est pas insignifiant, c'est pas terrifiant, mais c'est venu taper dans un système qui était tellement pas préparé que ça a pris des proportions effrayantes. Ça a mis le feu aux poudres à une vitesse incroyable. Et très vite, après, l'étau s'est resserré partout. Évidemment, d'abord en Italie, ensuite en Suisse, en Europe, dans le monde entier, privant les gens de leurs libertés les plus fondamentales. Comment est-ce possible qu'on ait accepté sans rechigner de telles restrictions a priori scandaleuses pour des sociétés où la liberté individuelle est le bien le plus précieux ? Mais je crois qu'il y avait une justification morale très recevable pour commencer. C'était le fait de dire, nous vous demandons à tous de faire un effort, puis ça le Conseil fédéral l'a bien fait ici dans son français fédéral. Faisons tous un effort pour ne pas mettre à risque les personnes les plus vulnérables. Et là, je donne crédit aux autorités tant fédérales que genevoises d'avoir insisté depuis le début qu'on n'était pas dans une catastrophe sanitaire, qu'on n'allait pas tous mourir du Covid, que la plupart des gens n'étaient pas en danger. Mais par contre, on était responsable pour tous les autres, pour les personnes à risque. Pour ne pas engorger le système de soins, justement avec ces situations qu'on a vues en Italie, et mettre en danger les personnes à risque, on devait tous accepter une restriction de nos libertés. Et moi, je trouve très noble que la population ait réagi favorablement. Ce qui avait mal été compris, c'est que la situation sanitaire en Italie tenait à un ensemble de paramètres, alors qu'on a mieux analysé depuis, et qui ne justifie pas ce qu'on a demandé aux gens, ou en tout cas pas sous cette forme. Et de nouveau, pour moi, le problème, c'est pas tellement les premières réponses telles qu'on les a bricolées, comme toujours dans la réalité, mais ça a été l'incapacité de les remettre en question. Et puis alors cette incapacité, mais terrible sur le plan du contrat politique et de l'honnêteté intellectuelle, de reconnaître qu'à certains endroits, on s'est trompé. Que ça soit si difficile d'entendre des autorités que la suppression des stocks de masques pour entrer dans une logique de commande à flux tendu, qui est le grand shift qu'on a fait en 2010 et 2020 dans tous les pays occidentaux, nous a mis dans une mer de noir pour parler français. L'incapacité de reconnaître ça et de préférer prétendre contre toute évidence que les masques ne servent à rien, vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est dans du mensonge d'État, et qui est très problématique parce qu'il altère cette confiance qu'on peut avoir dans les responsables. Et on sait que la base de toute communication de crise, c'est au contraire de reconnaître ses erreurs. C'est de ne pas dire, quand on est chez Volkswagen, non, on n'a pas du tout truqué les logiciels de diesel. C'est de dire, oui, on a merdé, on s'en était pas rendu compte, ou vraiment on n'était pas conscient comme ça se révèle maintenant, on va faire tout ce qu'il faut pour découvrir pourquoi et corriger les choses. Et c'est cette intelligence-là,
intellectuelle et de communication et de relation avec la population que les autorités n'ont pas eu, ni en France, ni en Suisse, ni dans les autres pays, et qui, à mon avis, est infiniment dommageable sur le plan sociétal. Quel rôle a joué l'OMS là-dedans? On peut dire en quelques mots? C'est une question tellement vaste que je ne me hasarderai pas à y répondre de manière exhaustive. L'OMS, alors peut-être juste quelques points de repère. D'abord, leur rôle, c'est de hurler au loup le plus vite possible. Donc, ils ont tiré des sonnettes d'alarme, ils ont fait ce qu'ils doivent faire, qu'ils avaient déjà fait X fois dans le passé, mais en déformant beaucoup les choses, et notamment avec ces statistiques débiles, je n'ai pas d'autre mot, qu'ils ont livrées comme ça, comme des vérités, et qui étaient juste tellement aberrantes. Et très mal analysées, de surcroît. Et très mal analysées. Donc là, il y a une responsabilité, j'ai envie de dire, de rigueur intellectuelle, tout en sachant que quand on est dans de l'inconnu, c'est un peu difficile de faire le contour des choses. Mais de nouveau, si moi, insignifiante anthropologue, confiné dans ma chambre, j'arrive à comprendre que c'est complètement, que ça tient pas la route, on peut se demander si des gens qui sont payés à années longues grassement pour analyser ce genre de données ne devraient pas être un peu plus sagaces que je peux l'être moi-même de mon côté. L'autre élément, ça a été beaucoup souligné, c'est que l'OMS actuellement est financée à hauteur de, je ne sais plus, 70 ou 80% par des fonds privés, et notamment ceux de Bill Gates. Donc là, on est encore dans ce dévoiement qui est que des instances internationales qui devraient être neutres, à distance des jeux politiques, indépendantes des pouvoirs économiques, sont en fait complètement instrumentalisées par les États. Et là, notamment, ils ne voulaient surtout pas fâcher la Chine, qui quand même était un peu mal prise avec cette histoire-là. Et puis après, on s'est aperçu qu'ils avaient des politiques qui sont forcément en loyauté avec des intérêts autres que le bien commun. Ça, c'est un problème transversal, ça existe aussi dans les États. On sait par exemple que toutes les instances d'accréditation des médicaments sont en lien et en conflit d'intérêts massif avec l'industrie pharmaceutique. En 2012, en Suisse, on estimait que 60% des gens qui travaillent à Swissmedic, donc l'organe officiel de la Confédération d'analyse des médicaments, avaient des liens d'intérêt directs avec l'industrie pharmaceutique. Donc c'est vraiment demander aux compagnies pétrolières d'évaluer l'impact environnemental des combustibles fossiles. C'est le système de Trump. C'est ce qu'il a fait aux États-Unis. Et en fait, en Suisse, sans nous en rendre compte, mais dans toutes les soi-disant démocraties, nous sommes structurellement dans le même genre de réalité. En tant que média d'athlétisme, on va aller ailleurs, on va aller en Afrique. On s'intéresse aux pays d'Afrique de l'Est, évidemment. Avant tout, comme partout, les médias ont prédit une immense catastrophe, avec pression de la part de l'OMS, de partout. Et au final, ces pays semblent relativement épargnés par la pandémie. Comment est-ce possible, selon le spécialiste de la santé, Jean-Dominique Michel? Alors déjà, une petite précaution liminaire, c'est qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, tout indique que ces pays sont très épargnés. Il faut toujours être prudent avec ce genre de choses, parce que peut-être que dans 3 semaines ou 3 mois, on s'apercevra qu'il en sera autrement, mais en ce qui me concerne, je serai relativement confiant. Alors, pour moi, il y a 3 paramètres essentiels. Le premier, c'est une question géoclimatique. C'était une question qui a été longtemps en suspens, mais les dernières recherches montrent que le coronavirus chinois, le nouveau coronavirus, se diffuse, prospère le plus dans des conditions où la température ambiante est entre 5 et 11 degrés avec très peu d'humidité. Après, vous avez des pays très chauds avec beaucoup d'humidité, a priori, vous êtes plutôt bien. Mais l'autre élément, et lui, je le trouve fascinant sur le plan civilisationnel, c'est que, au fond, nos pays occidentaux auront démontré une incapacité criante à répondre à une situation de crise. Elles auront fait tout et n'importe quoi, banaliser, dramatiser, prendre des mauvaises réponses, être incapables de reconnaître leurs erreurs, mettre en échec la thérapeutique et la clinique au profit de la recherche. Quand on dit un traitement qui, a priori, semble donner des résultats, qui n'est pas dangereux, on ne va pas le donner avant d'être sûr sur le plan scientifique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui se noie, puis on lui c'est une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, mais elle est vraie, c'est quelqu'un qui se noie, on lui envoie pas une bouée avant d'avoir fini de faire des tests d'homologation de la bouée. C'est débile, quand on est dans une situation d'urgence, on fait ce qu'il faut, quitte à ce qu'on découvre en cours de route des éléments qui nous avaient échappé. Et de ce point de vue-là, rappelons par exemple que l'intubation des patients en soins intensifs
étant actuellement en train d'être démontré comme étant beaucoup plus dommageable qu'autre chose. Alors là, je jette la pierre à personne, parce qu'évidemment que des médecins urgentistes, ils font ce qu'ils pensent devoir faire. Puis si on constate en cours de route qu'il y a quelque chose qui fait qu'en fait, c'est pas ce qu'il fallait faire, là, oui, on est plus intelligent ailleurs. Après, on pouvait pas le savoir avant. Donc on pourrait dire qu'il y a une base méthodologique outrée, oui, qui a tout à coup capoté dans un stress et dans une psychose d'abord personnelle et ensuite générale. Oui. Alors ça, c'est ce que j'appelle l'imbécilité technique. C'est-à-dire qu'on devient tellement bon dans la technique et le détail qu'on devient imbécile, c'est-à-dire faiblesse de pensée, hein, c'est pas une injure. Enfin, c'est devenu une injure, mais l'imbécilité, ça veut dire étymologiquement la faiblesse de pensée. Il y a trop de faiblesse de pensée pour pouvoir trouver des réponses adéquates. Et là, on a vu en Occident une imbécilité massive, alors que les pays du Sud, eux, ils ont l'habitude de faire face à des crises. Excusez mon français, ils ont l'habitude d'être dans la merde, de devoir trouver des solutions. Donc eux, ils ne se sont pas posés de questions une seconde. L'hydroxychloroquine, ils ont l'habitude d'en bouffer à années longues contre le palu, contre la malaria. Donc, bien sûr, ce remède ne coûte rien, il est disponible, il peut protéger des gens, on rend ça disponible massivement au plus de gens le plus vite possible. C'est une espèce de b.a.-ba de l'intelligence pratique dont nos sociétés ne semblent juste plus capables. Donc moi, j'y vois vraiment une déliquescence éthique, mais aussi vraiment intellectuelle, philosophique, de nos civilisations. Et de ce point de vue-là, je dirais que le Covid est un révélateur de nos incohérences, mais des incohérences qui sont fatales. On peut dire dans ce sens, de manière générale, en Suisse comme ailleurs, la comparaison du Covid avec d'autres maladies ou problèmes sanitaires a toujours été très sensible. Les réactions ont été d'emblée violentes. Pourquoi on n'a pas pu comparer le Covid à la grippe saisonnière, à l'influenza? Oui, mais de nouveau, je pense qu'on ne peut pas générer une psychose dans la population et puis s'attendre à ce que les gens pensent de manière raisonnable. Une psychose, c'est quoi? C'est quand il y a des distorsions affectives, donc émotionnelles et cognitives, dans la manière de penser, telles qu'on perd le contact avec la réalité. Et là, alors, de nouveau, j'ai dit, le dilemme éthique du Conseil fédéral, au début, était compliqué, vu qu'il s'agissait, malgré tout, d'instaurer un certain nombre de mesures dont on pensait qu'elles étaient bonnes à l'époque. Il s'avérait depuis que ce n'étaient pas les bonnes. Donc, elles étaient dans ce dilemme que j'ai résumé avec cette formule, évidemment, un peu légère, mais comment faire paniquer les gens sans les faire paniquer, tout en les faisant paniquer suffisamment, mais sans trop les faire paniquer non plus. Et ça, c'est une quadrature du cercle qui est à peu près impossible. Mais donc, une fois qu'on a généré un état de panique, vous savez comme moi en philosophie, et les neurosciences le confirment, que c'est très douloureux pour nous en tant qu'êtres humains, individuellement et collectivement, de changer une cognition erronée. Parce qu'on s'identifie avec nos pensées d'une manière telle que c'est presque une attaque physique qu'une de nos convictions sincères soit mise en question. Et surtout que c'était doublé par une responsabilité vis-à-vis d'autrui. Exactement. Et là, je dirais que nous, scientifiques, philosophes, penseurs, avons un avantage. C'est qu'on est a priori dans cette ouverture à remettre systématiquement en question nos pensées. Mais la politique, c'est l'inverse. C'est affirmer envers et contre tout qu'on a raison même quand on a tort. Et malheureusement, là, on a vu cette espèce d'embrayage s'actionner allant vers une stérilisation de la pensée, un déni de réalité. Et d'autant plus, alors ça c'est une grande question sanitaire, j'ai fait très vite des comparaisons pour par exemple soulever que la pollution atmosphérique fait 790 000 victimes par année en Europe, 8 000 en Suisse. Moi, ça fait des années que j'en parle en disant mais on ne peut pas juste se désintéresser de ça. Vous avez 8 000 personnes chaque année en Suisse qui meurent, les poumons démolis par les particules fines des véhicules polluants. C'est évidemment des gens qui sont souvent dans des conditions socio-économiques défavorables. Elles habitent le long des axes routiers. Qui à Genève habite le long de la route des Jeunes? Ou, vous voyez ce que je veux dire, les gens qui n'ont pas les moyens d'habiter ailleurs, ce n'est pas les gens de colonie qui sont touchés. Hein. Et ce truc-là, on s'en désintéresse complètement. Donc déjà, il y a cet ordre de grandeur sanitaire. Et puis après, c'est là sans doute une des pointes pathétiques du Covid, c'est que ces facteurs de risque pour lesquels on ne fait rien sont ceux-là même qui font que des gens meurent d'un virus qui est anodin pour les autres. Et ça, on l'a bien vu avec les particules fines, on l'a bien vu avec le microbiote, avec le système immunitaire. Donc c'est des gens dont la santé est déjà déglinguée par l'absence de politique de santé.
et l'exposition massive de la population aux vrais facteurs de risque que sont la malbouffe, la pollution, le stress et la sédentarité. Donc là, il faut beaucoup courir, ou en tout cas s'agiter. Vous voyez ce que je veux dire, vraiment ce scandale sanitaire structurel de nos sociétés, et ben finalement, c'est retrouvé dans le Covid. C'est-à-dire que les seules victimes, en fait, étaient des gens qui avaient déjà ces atteintes-là pour lesquelles on ne se soucie pas de protéger la santé de la population. Donc là, je pense aussi qu'il y a une espèce de mensonge d'État, mais beaucoup plus longitudinal, beaucoup plus structurel, qui a été révélé, qui est que malgré une économie de la maladie qui nous rançonne tous à hauteur de 600 balles par mois au minimum, en fait, nous n'avons pas de politique de santé. Tout ce qu'on appelle notre politique de santé, c'est une manière de réparer les dégâts tant bien que mal une fois qu'ils se sont produits, mais pas de chercher à éviter toutes ces maladies dont on sait aujourd'hui que 80% seraient évitables si on arrêtait d'exposer la population à ce qui bousille la santé. Donc il y a là encore une irresponsabilité d'État. Le gouvernement, mais bien sûr aussi le Parlement suisse depuis des années fait tout ce qu'il faut pour aller à l'inverse de ce que j'indique, et tout ça est de surcroît révélé par l'épidémie de Covid. Espérons qu'il y ait des oreilles bien placées qui peuvent entendre ça et faire fonctionner leur cerveau pour que ça change. Donc vous continuez, comme le 18 mars, vous parliez d'une épidémie somme toute banale dans votre premier article, la Covid-19 fin de partie. Elle reste banale. Oui, plutôt pour dire les choses, elle aurait eu vocation à être banale et elle l'aurait été si on avait pris des mesures adéquates. On est en train de transformer ça en tragédie et la situation notamment dans les EHPAD en France, mais moi, me bouleverse comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Ouais, c'est monstrueux, quoi. Mais ça, c'est le résultat non pas d'un virus qui en lui-même est relativement anodin, et vraiment, je le répète, si on avait fait ce qu'il fallait, il le serait resté. Mais de décisions politiques aberrantes et que nos gouvernants continuent de justifier envers et contre tout. Donc là, effectivement, tant que mon cœur battra et que ma respiration me donnera le souffle nécessaire, je me battrai pour faire apparaître la réalité de ce mensonge et ne pas me contenter de la désinformation et de la propagande qui actuellement tient lieu de politique publique dans nos pays. Avec notre soutien, évidemment. Dans votre interview du 13 avril pour l'Impertinent, nouveau média d'Amel Debay, vous dites « Les décisions de nos gouvernements n'ont probablement fait que retarder l'agonie ». La Suisse et la plupart des pays n'ont pas opté pour les bonnes mesures, c'est un fait. Ah oui, absolument. Alors, il n'y a plus aucun doute aujourd'hui, je dirais. Il n'y a qu'un déni massif de la part des autorités. Mais, je veux dire, de nouveau, comparer 4 morts par million d'habitants en Corée et 180 en Suisse et 400 en Espagne, ce n'est pas de la magie, on n'est pas dans Harry Potter. On est dans un monde qui peut être appréhendé par une démarche scientifique. Et moi, ce qui évidemment m'étonne un peu, c'est que les pouvoirs que vous mentionnez cherchent à me faire passer comme quelqu'un d'un peu rigolo sur le plan scientifique, alors qu'en ce qui concerne l'épistémologie, voilà, je monte sur le ring n'importe quand avec n'importe qui prennent des décisions sur la base de réflexions qui sont mauvaises, qui tiennent pas la route sur le plan scientifique. Et donc là, on a réellement un gros problème. Qui vont très loin parce que le débat est même pas possible. Oui, le débat est pas possible. Et puis alors, il y a cette question de fond que j'ai soulevé à la suite d'autres, c'est pas moi qui le dis, mais qu'on sait depuis 15 ans que l'essentiel de la production scientifique dans le domaine médical est falsifié. Alors ça va de falsification légère, j'ai envie de trouver un résultat, donc je m'arrange un peu avec la réalité parce que je suis convaincu que je suis dans le juste, jusqu'à des falsifications majeures, et notamment toutes les études financées par l'industrie pharmaceutique sont statistiquement encore pires que les autres. Enfin, imaginez, la réplicabilité dans le domaine de la littérature scientifique tourne entre 15 et 25%. Si j'ai une hypothèse de recherche, je construis une expérience pour voir si j'ai raison ou pas, si les faits le confirment et que je trouve des résultats. Le propre de la démarche scientifique, c'est qu'une autre équipe ailleurs, dans les mêmes conditions d'expérimentation, va trouver les mêmes résultats. On est d'accord ? Et ce qu'on observe, et de nouveau, c'est pas moi qui le dis, c'est les meilleurs spécialistes des données médicales, c'est que le taux de réplicabilité en médecine est de 15 à 25%. C'est-à-dire que dans 3/4 des cas, au minimum, vous trouvez d'autres résultats. Donc, vous voyez, imaginez que vous prenez l'avion avec une compagnie, vous dites que 3 fois sur 4, l'avion va se crasher. Vous n'allez pas pouvoir décoller. Est-ce que vous achèteriez un billet ?
On est dans ce cas de figure par rapport à ce que j'appelle la pseudo-science. Alors les universités le savent, les centres d'éthique le savent, les revues médicales le savent. Même les revues médicales ont pris position par rapport à ça. Mais il y a 3 jours, un papier indéfendable sur l'hydroxychloroquine a été publié par le New England Journal of Medicine, qui est un des 3 ou 4 meilleurs journaux au monde. Je veux dire, excusez mon français, c'est une merde. C'est-à-dire qu'ils ont pris 2 groupes témoins, un en état très grave avec le Covid, un ils les ont mis sous respirateur en service d'urgence, l'autre n'a reçu que de l'hydroxychloroquine qui ne sert à rien dans ces cas-là, et puis ils ont dit « Ah, il y a plus de mortalité dans le groupe qui reçoit de l'hydroxychloroquine ». Donc on est dans de l'imposture intellectuelle et un truc mais juste indéfendable, et une des meilleures revues scientifiques médicales au monde le publie, sachant que les revues appartiennent à qui ? À l'industrie pharmaceutique. Ouais, ça se retourne toujours sur les mêmes questions. Hein. Qu'est-ce que notre conseiller fédéral, Alain Berset, et l'Office fédéral de la santé publique auraient dû faire ? Alors, c'est très intéressant, et notamment la Neue Zürcher Zeitung. Je recommande à toutes les personnes intéressées à creuser un peu, d'aller lire les articles de la NZZ, parce qu'ils sont très intéressants, en montrant comment s'est passée l'amorce du processus de prise de décision et comment ça se passe depuis. Donc, quelques éléments. Je rappelle qu'on avait des plans pandémie extrêmement bien faits et qui, si on s'en était souvenu et qu'on les avait appliqués, auraient permis de limiter massivement les dégâts. Comme on les avait mis dans un tiroir, on avait oublié qu'ils existaient, on s'est adressé à un certain nombre de spécialistes, alors évidemment qui ont réagi de manière différente, certains partant en flèche dans des projections très, très inquiétantes, d'autres pas. Et là, on voit apparaître un autre motif qui est cette cohorte de mathématiciens modélisateurs, qui sont en fait des geeks, pour parler français, ils passent leur vie devant des ordinateurs à construire des mondes qui n'existent pas. Et c'est à eux qu'on a laissé la responsabilité de gouverner les réponses publiques. Alors, il y en a un fameux Ferguson à l'Imperial College à Londres, qui, début mars, a produit des formalisations, des projections qui étaient de nouveau complètement délirantes, et je l'ai dit tout de suite. En attendant, il a réussi à obtenir de Boris Johnson en Angleterre, et c'était probablement l'objectif de son article, un changement de cap. Macron a lu ça, il a été terrifié, il est entré dans les stratégies de confinement rigides et autoritaires de la France. Moi, j'ai dit tout de suite, ça ne tient pas la route. Qu'est-ce qu'il disait, 500 000 morts, quelque chose comme ça ? 500 000 morts en Angleterre, enfin une fourchette allant de 20 000 à 500 000. Puis c'était évident qu'on était à 20 000, qu'on n'était pas à 500 000. En Suisse, on avait une fourchette de 1000 à 100 000. Voilà, exactement. J'ai entendu jusqu'à 150 000. Enfin, ce qui, de nouveau, quand vous êtes face à un ordinateur en connaissant pas les virus et les malades et l'infectiologie, voilà, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux, vous voyez ce que vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi. Les choses se font toutes seules. Hein. Mais ça a été pour moi une grosse difficulté. C'est que finalement, de nouveau, je le dis, moi je me suis retrouvé à dire des choses qui se sont avérées vraies, dans un domaine qui n'est fondamentalement pas le mien. Bon, je suis anthropologue médical, donc mon métier, c'est de comprendre la littérature médicale, et notamment en quoi elle est pertinente ou pas pertinente. Donc, j'avais toutes les bases épistémologiques et professionnelles requises, mais c'est pas mon métier. Donc moi, insignifiant anthropologue dans mon coin, j'ai fait des analyses qui se sont avérées justes les unes après les autres. Après, pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé, pourquoi est-ce que les comités ou les conseils qui ont été mis sur pied n'ont pas pu avoir une sagacité dans l'intelligence collective infiniment supérieure à celle de moi, pauvre malheureux dans son coin. Et là, on voit que dans ce processus d'intelligence collective, c'est-à-dire réunir les meilleures compétences dans leur domaine, avec de la contradiction intelligente, avec le débat, le dialogue, hein, toute cette intelligence socratique en définitive. Qui a fait la base de notre tradition, j'allais le dire. Ah oui, notre tradition, tant qu'elle était intelligente, parce que là, on s'en écarte à grands pas, on va vers des modèles chinois ou soviétiques. Vous voyez, je veux dire, là, il y a une interpellation vraiment fondamentale qu'il va falloir reprendre, mais aussi pour la suite, pour face aux prochaines pandémies ou ces questions sanitaires inabordées dont je parle, on puisse accéder à cette intelligence supérieure dont on a besoin. Dans ce cas-là, qu'est-ce que Berset aurait dû faire ? Mais alors, les politiques, et moi j'ai interpellé le Conseil d'État à Genève de manière très directe, et ce qu'ils répondent, c'est oui, mais on n'est pas des médecins, donc on ne peut pas prendre des décisions. Et moi, je leur ai rappelé, Comte Smonville l'a fait, d'autres l'ont fait, que c'est l'inverse.
que eux sont des politiques, c'est eux qui doivent prendre les décisions. Après qu'ils ne comprennent pas tout à la médecine, malheureusement les politiques n'ont pas beaucoup de formation en général. Donc ce n'est pas des spécialistes des transports, ce n'est pas des spécialistes de l'énergie, c'est pas des spécialistes... Puis on ne peut pas leur reprocher. Par contre, dès lors qu'ils sont dans la position dans laquelle ils ont le devoir de s'entourer d'intelligence, et notamment de processus d'intelligence qui offrent les meilleures garanties. Et donc, s'ils l'avaient fait, qu'est-ce qu'ils auraient fait comme choix? Alors déjà, par comparaison, il s'est trouvé l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont reposé sur l'opinion de quelques spécialistes et de fonctionnaires qui évidemment ne sont pas des foutes de guerre. Le médecin cantonal à Genève qui met en échec les directives proposées par le meilleur centre d'infectiologie en Europe, dont le directeur serait susceptible de recevoir le prix Nobel. Je veux dire, le médecin cantonal genevois, il est bien gentil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un joueur de 4e zone, et que les autorités prêtent oreille à des gens comme ça, plutôt qu'aux meilleurs spécialistes mondiaux, enfin, il faudra qu'on m'explique un jour. Donc, si Bercet ou les autorités genevoises, ou qui sais-je, avaient pu puiser dans ce répertoire d'intelligence, eh ben, ils seraient très vite arrivés à des réponses correspondant à celles qu'ont appliquées les pays qui ont eu les meilleurs succès face au Covid. Bêtement. Mais ce bêtement-là n'est plus accessible aujourd'hui parce qu'il y a d'autres bêtises qui ont pris le pas dessus, et notamment cette imbécilité technique dont je parlais. La meilleure manière, c'est évidemment soit de tester, soit de ne pas confiner. Parmi les deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Alors les deux, parce que contrairement à ce qu'on nous dit depuis des mois, le confinement généralisé est très toxique face à une épidémie. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est contagieux et qui ne l'est pas. Les gens qui ont des symptômes, vraiment, on ne va pas vous tester, parce qu'on n'a pas assez de tests, alors on réserve ça sur les cas graves. Ce qui est déjà est très compliqué, parce que ça veut dire on chausse ses bottes de ces lieux dans l'ignorance. Alors évidemment, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'il n'y avait pas assez de tests disponibles. Et pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas assez de tests disponibles? Parce qu'on ne s'était pas préparé. Les Allemands l'ont fait. Ils ont eu les mêmes informations au même moment. Ils se sont dit, on multiplie les capacités de test, on réquisitionne l'industrie et les laboratoires pour avoir ça disponible le plus vite possible. Et puis pourquoi ça ne s'est pas fait en Suisse, dans un pays qui est quand même puissant au niveau pharmaceutique? Oui, mais de nouveau, parce que les autorités fonctionnent comme dans les années 50. On appelle le 22 à Asnières, on voit s'ils répondent, puis si ça ne répond pas, on appellera demain, puis en attendant, on boit du Rivella en mangeant du Cénovis. Je veux dire. Non, mais c'est ça, cette espèce de passivité. Et là, ça rejoint cette déliquescence de l'Occident dont je parlais. Ça a illustré qu'on ne sait plus réagir vite et bien à une urgence. D'accord ? Donc, dans le train de mesures nécessaires à prendre, le confinement est une bêtise parce qu'on met ensemble des gens potentiellement contagieux, des gens qui ne sont pas touchés par la maladie et des personnes à risque. Donc c'est le pire cas de figure pour faire flamber une épidémie. C'est ce que nous disent les meilleurs épidémiologues infectieux. Ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, un train de réponse intelligent, c'est vous multipliez le plus rapidement possible la capacité de dépistage. Vous dépistez le plus de gens possible. Ceux qui sont contagieux, vous les mettez en quarantaine. Et accessoirement, je rappelle que le traitement hydroxychloroquine, azithromycine, permet de réduire la charge virale en quelques jours. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens ne soient plus contagieux très rapidement, tout en évitant le fait qu'ils développent des complications. Donc on avait un traitement. La controverse scientifique, tout ça, je veux bien. La seule chose qu'on ignore face à ce traitement, c'est le degré de son efficacité. Il peut être relativement faible, parce que la plupart des gens guérissent de toute manière du Covid, ou très grande. Ça, on n'a pas de certitude par rapport à ça. Sinon, les chiffres que présente le professeur Raoult. Mais qui sont contestés, et en partie à juste titre. Donc là encore, contrairement à l'impression que beaucoup de gens ont, je ne suis pas un fanatique de Raoult, un inconditionnel, je ne suis pas d'hydroxychloroquine, un cheval de bataille, mais je dis juste que dans la pesée d'intérêt éthique entre ce qu'on sait et qu'on ignore, entre les bénéfices que ça peut produire et les risques ou les coûts que ça fait peser, pour moi, il y a une réponse qui est évidente. Donc, vous mettez en quarantaine les gens contagieux, vous confinez strictement les gens à risque, mais pour une période très limitée. Vous laissez l'épidémie passer, et en 2 semaines et demie, elle est passée. D'accord ? Nous, on a fait l'inverse. On a confiné de manière générale, on n'a pas testé, on a attendu que les gens soient dans des états proches de la mort pour les emmener à l'hôpital. On les a intubés avec des procédures médicales qui, a priori, ont fait plus de dégâts que de bien. Je suis navré de le dire pour les urgentistes, ils y sont pour rien.
mais quand même, c'est ce que toute une masse de données semble faire venir. Et qui a montré des images terribles qui ont passé dans les médias et qui ont renforcé cette psychose collective. C'est ça. Alors que nous, on est entré dans un isolement durable. Et là, c'est la pointe qui tue pour les EHPAD et les EMS. C'est qu'on sait depuis plus de 10 ans que la richesse des liens sociaux qu'a une personne a un impact majeur sur la santé. Et notamment parce que quand on est en perte de lien social, il y a un état inflammatoire qui s'installe avec un nombre élevé de cytokines circulant dans le sang. Et on a pu voir, par exemple, dans des communautés que des interventions de lien social, notamment avec les personnes âgées et isolées, permettaient de réduire les consommations médicales et de services d'urgence des hôpitaux parce que les gens allaient mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Le lien, c'est le cœur de notre santé. Et donc, ça veut dire aussi que les interventions sur le lien social sont plus efficaces que les réponses sanitaires en elles-mêmes. Et là, on a isolé des centaines de milliers de personnes de manière durable. Être isolé une semaine, on y arrive tous. Être isolé un mois et demi, on devient tous atteints profondément. Donc, vous atteignez ces personnes, elles ont des flambées de cytokines, et on sait aujourd'hui que les cytokines sont le réactif qui font du Covid une maladie mortelle. Alors qu'on oublie en même temps qu'il y a des valeurs qui dépassent la vie elle-même, quand on voit dans quelles conditions les gens doivent même mourir finalement. Mais oui. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est, sur le plan éthique, abominable, consternant. Je sais pas, il n'y a pas de mots. C'est navrant, puissance 10. Giorgio Agamben parle de barbarie. On est là-dedans. Dans le temps, il y a une série d'interviews avec des gens pas contents du tout, parce qu'on a dû attendre longtemps, mais il y a quand même certains journaux qui se réveillent progressivement. Nombreux sont les personnes âgées qui affirment préférer prendre le risque de tomber malade, voire de mourir, plutôt que de vivre loin de leurs proches. Pourquoi est-ce que les jeunes ne peuvent pas l'entendre ? Et oui, c'est une très bonne question. Et de nouveau, ce qui me frappe, c'est qu'on a la réponse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas comme si on était obligé de faire. C'est ce qu'on nous fait croire, c'est qu'on est obligé de faire ça parce qu'il n'y a pas d'autre réponse. Mais c'est faux. Alors déjà, ces gens ont raison. Il n'y a pas de dictature sanitaire à installer où l'État doit absolument nous dire comment on doit mourir et comment ne pas être malade. Je veux dire, c'est des recommandations. Mais moi, j'ai souvenir, et j'ai beaucoup relayé sur les réseaux sociaux une interview, mais tellement charmante, d'une dame de 95 ans au Locle, qui a été hospitalisée en détresse respiratoire. Elle a dit très clairement, moi je ne veux pas être intubée, j'ai 95 ans, pas d'intervention lourde. On lui a donné de l'hydroxychloroquine, 5 jours après elle était dehors guérie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, on a refusé d'entrer dans cette dynamique sanitaire-là pour des raisons mais totalement absurdes sur le plan éthique et scientifique, avec comme conséquence de mettre les gens dans cette situation, de risquer de mourir du Covid, comme résultat de l'isolement et des mauvaises dispositions qui étaient prises. Et je comprends que les gens se révoltent. Alors même qu'elle avait passé dans les médias, elle. Oui, très tôt, très tôt. Donc tant mieux si le temps se réveille, c'est le temps de se réveiller, mais enfin il est peut-être temps d'être un petit peu curieux et sagace en permanence. Question plus ludique, en matière de bêtises, Brassens dit que le temps ne fait rien à l'affaire. Il a raison. Alors ça, c'est une bonne question. Là, on est vraiment dans de la maïotique, c'est-à-dire serons-nous capables d'accoucher d'une intelligence plus grande, plus pertinente, aussi d'un attachement ou d'une incarnation plus forte de nos valeurs d'humanité à l'occasion de cette crise. Je le souhaite évidemment. Pour moi, c'est un énorme révélateur de toute la toxicité systémique d'une civilisation qui, pour le faire en très résumé, privilégie des intérêts privés au bien de la population. Ça, c'est quand même le constat diagnostique de base. Ça apparaît dans tous les domaines. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une révolution énergétique vers des énergies non polluantes il y a 40 ans ? Ça a été bloqué par les compagnies pétrolières et qu'aujourd'hui encore, c'est extrêmement dur d'aller dans cette direction. Il faut vraiment que le PLR se prenne des baffes électorales pour que tout d'un coup, ils se souviennent que, peut-être que tout ce qu'on a fait pendant 40 ans n'était pas la chose à faire. Donc voilà, il y a ce constat systémique, ce déni d'humanité à plein d'endroits de nos sociétés qui sont devenues tellement administratives, bureaucratiques, techniques, rabougries, et ça met tout le monde en souffrance, les professionnels comme les usagers. Donc serons-nous capables de prendre appui sur cette crise
pour nous questionner, pour en revenir aux fondamentaux de ce qui crée une civilisation et de ce qui vaut la peine d'être vécu, il y a les optimistes et les pessimistes. Tout ce qui nous arrive aurait été impensable il y a 2-3 décennies, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui a changé dans notre rapport à la santé, à la maladie, à la vie, à la mort? Oui, et dans les deux axes. C'est-à-dire, moi j'ai grandi quand même, mes grands-parents du côté maternel étaient dans la résistance en France. Mon grand-père du côté paternel patrouillait le long de la frontière pendant 6 ans pour s'assurer que les nazis n'entraient pas. Vous voyez, il y avait cette barbarie à nos portes. Et je me suis souvent demandé en grandissant et en tant qu'adulte, mais comment c'était? Qu'est-ce que ça faisait? Et là, ce qui était inenvisageable il y a 30 ans, c'est que le fascisme est de retour, mais chez nous. Alors, à très petite échelle. Je ne peux pas dire que la communication soviétique du Conseil fédéral comment dirais-je, décrive l'ensemble de ce qui se passe chez nous. On est d'accord, on n'en est pas là, mais il y a des ferments de dictature qu'on est en train de voir apparaître. Moi, que les médecins de ville en Suisse n'aient pas hurlé quant au fait qu'on les prive de la liberté de prescrire ce qui leur paraît juste à des patients qui en ont besoin, c'est quand même une atteinte massive à des droits inaliénables de la profession. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait par peur d'un dégât d'image? Alors j'en sais rien. Moi j'ai beaucoup interpellé, j'ai interpellé Michel Matter, qui est président de l'AMG, l'Association des médecins genevois, vice-président de la FMH, conseiller national. Je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, ils ont peur de le faire publiquement, et ça, c'est une question intéressante. Beaucoup, en privé, me disent à quel point ils sont choqués, mais aucun n'ose ouvrir le bec en public. Donc, déjà, là, il y a une histoire de quoi ont-ils peur. Et puis, l'autre élément de réflexion auquel je suis arrivé, c'est qu'au fond, les médecins sont des gens par définition consensuels. Ils appliquent les traitements dont la communauté médicale, dans son ensemble, dit que c'est ce qu'il faut faire. Mais finalement, ce n'est pas tellement des francs-tireurs. C'est des gens à qui on demande d'être fiables, d'être humains, d'être responsables dans les décisions qu'ils prennent. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Avec une grande collégialité. Une collégialité, ce n'est pas des chercheurs. Et effectivement, certains médecins, par exemple, m'ont envoyé des articles parus dans le bulletin médical suisse disant « Ouais, mais pour l'hydroxychloroquine, on ne sait pas ». Moi qui connais les études et en quoi elles sont truquées, je sais que ça ne tient pas la route. Mais il suffit qu'un médecin dise moi je vais faire le tour de ce qu'on dit, puis voilà, je le relais à mes collègues, pour que finalement il n'y ait pas ce réflexe d'intelligence d'aller voir plus loin. Ça, c'est le travail des anthropologues et des philosophes, pas des médecins, je suis d'accord. Ce serait le travail des chercheurs aussi, mais il n'y en a plus beaucoup, des chercheurs dignes de ce nom. Et donc là, il y a une question de gouvernance et de dynamique d'intelligence collective pour l'avenir. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure quand les compétences des uns et des autres, et que les médecins soient plutôt conservateurs, ça ne me pose pas un problème fondamental, ça fait aussi partie de leur éthique et de leur dignité professionnelle. Pour autant que les anthropologues et les philosophes soient entendus. Pour autant, et ça Comte Sponville le dit très bien, qu'on ne leur confie pas la responsabilité des décisions. Et comme notamment les politiques disent nous on n'est pas médecins donc on ne peut pas savoir, là il y a une panne dans l'intelligence collective qui, elle aussi, est structurelle, systémique. Et qui se montre parce qu'André Comte-Sponville est un des seuls philosophes, avec Giorgio Agamben, à s'être prononcé. Les grondements et inquiétudes se font sentir sur un plan économique. On a la droite qui grince des dents de plus en plus fort. On parle guère des conséquences sociales, humaines, psychiques, qui vont être monstres, non ? Oui, dans les 2 cas. Si vous voulez, à toute chose malheur est bon et on a toujours les défauts de ses qualités et vice-versa. Donc que la droite, maintenant, s'inquiète pour l'économie, c'est une bonne chose. Malheureusement, la droite dans ce pays a toujours privilégié les gros intérêts économiques aux forces vives de la société. Donc ce qu'on voit quand même, c'est que c'est un peu toujours les gros pouvoirs économiques qui captent les aides, et puis que les indépendants et les PME, ils ont des miettes dans le meilleur des cas. Et on leur fait la morale au passage. Donc je demande un petit peu à voir le sérieux de la démarche des milieux économiques, mais en attendant, heureusement, parce qu'on est effectivement en train de créer des dégâts majeurs et de précariser des centaines de milliers de personnes pour une épidémie qui n'est pas pire que celle de la grippe. Donc là encore, il faut vraiment qu'on percute à ce niveau-là. Puis la deuxième question, elle me sort de l'esprit. Non, je disais les conséquences sociales, humaines, psychiques. Elles sont absolument majeures et on le voit déjà, c'est-à-dire qu'il y a cette méfiance interpersonnelle On parle de distanciation sociale, mais quelqu'un m'a fait remarquer qu'on ferait mieux de parler de distanciation physique. Or là, on voit cette distanciation sociale. Moi, j'ai déjà croisé des gens en faisant mes courses ou en promenade qui
qui vous regardent comme si vous étiez un pestiféré capable de le contaminer. Je vous laisse imaginer ce que c'est pour des coureurs. Absolument. Qui répandent le virus sur leur passage potentiel. Jusqu'à 50 mètres s'ils vont vite. Et puis alors des conséquences psychiques majeures, parce que là peut-être qu'on ne le mesure pas, parce qu'il y a quand même une espèce de sidération collective, donc là on est un peu stupéfait, on ne pense pas très bien, mais Peter Gottsche, qui est un des plus grands épidémiologues au monde, a dit d'emblée, mais vous allez voir le nombre de suicides pour des raisons de précarité économique, pour des raisons de perte de sens, pour des raisons d'angoisse qu'on nourrit pour des raisons complètement absurdes, pour une épidémie, de nouveau, qui n'est pas pire que celle de la grippe, mais qui ne menace pas 99% des gens. 99% des gens, même en croisant le virus et en tombant malade du virus, ne feront rien de plus qu'un bête rhume ou une petite grippette. Alors, il ne faut pas dire que l'épidémie dans son ensemble est une grippette. Mais à 99%, c'est une grippette. Et dans 1% des cas, ça peut être autre chose, si les dégâts sanitaires dont on ne s'occupe pas ont suffisamment endommagé les gens d'une manière qui les mette en danger. Donc vous voyez, on est vraiment dans une réalité qui n'a rien à voir avec les narrations collectives dans lesquelles on est. Au risque de violence conjugale, enfantine, à n'en plus finir. Vous nous avez écrit dans une formule qui nous a bien plu, parce qu'on parle de marathon plus que jamais. Alain Berset parle du marathon pour toute la population suisse. Jean-Dominique Michel était dans un marathon d'écriture. Prochain livre, vous nous avez écrit que ça s'appellera Covid. Est-ce qu'il révèle de notre société? C'est quoi le titre? On peut le trouver quand? Et où? Et comment? Alors il sortira mercredi prochain, 29 avril, en version électronique, après en version papier évidemment quand les librairies rouvriront. Le titre c'est Covid-19, anatomie d'une crise sanitaire. J'avais en fait proposé Anatomie d'un désastre, ce qui me semblerait plus juste, mais voilà, mon éditeur a fait un choix autre et peut-être qu'effectivement c'est plus facile pour les gens de s'intéresser. J'y développe tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Alors souvent le reproche qui m'est fait, et il est légitime, c'est que dans les entretiens, je balance un peu les choses comme ça, comme si jamais c'était des raccourcis ou des opinions personnelles, alors qu'en fait c'est étayé sur des centaines de recherches scientifiques et avec évidemment toute une méthodologie, un parcours derrière. Donc pour les gens, soit qui trouvent que je dis n'importe quoi, soit ceux qui au contraire trouvent mes propos raisonnables et ont envie de voir d'où ils sont issus, il y a des centaines de références scientifiques. Et de nouveau, je veux dire, moi je veux bien qu'on conteste mes analyses, mais sur mes analyses. Donc s'il y a des gens qui disent, ce que vous dites qu'il y a 4 morts pour million d'habitants en Corée du Sud, c'est pas vrai, qu'ils viennent en face et qu'on en parle. Pour l'instant, ce que je vois, c'est plutôt de l'anathème. C'est un anthropologue, il ne sait pas de quoi il parle, il s'est intéressé au chamanisme, alors que tous les anthropologues au monde s'intéressent au chamanisme. Donc ces espèces de disqualifications comme ça a priori, mais je pense qu'ils tiennent plus au fait que ce que j'apporte est tellement différent de ce que les gens ont l'habitude d'entendre et qu'ils en sont venus à croire, que ça a forcément quelque chose de choquant. Comment ose-t-il dire ça alors qu'il y a des gens qui meurent ? Alors que ce que toute la démarche scientifique que vous trouverez dans le livre montre, c'est que les gens meurent parce qu'on fait ça, pas à cause du virus. Les références du livre qui sort mercredi seront sur les sites atelier.ch et fusis.ch. Question personnelle, un peu qui résonne avec mon travail. Dans le premier de nos articles de la crise, on a rappelé que le mot virus venait du latin, virus, qui veut dire qui signifie toutes sortes de sécrétions, bonnes ou mauvaises, aussi mystérieuses les unes que les autres, des forces cachées qui garantissent un certain équilibre dans la nature. Est-ce que vous seriez d'accord de dire qu'on peut avoir une telle lecture du coronavirus et que peut-être qu'on a manqué le coche? Alors peut-être, effectivement, la question philosophiquement et scientifiquement est passionnante, parce qu'en fait, un virus n'est pas un être vivant. C'est un brin de protéines qui semble malgré tout doté d'un projet, vu qu'il sait se diffuser comme nul autre. On parle même sur Internet d'informations virales, donc c'est un potentiel de diffusion, et avec une économie très particulière qu'il ne peut se dupliquer qu'en tirant profit des mécanismes naturels de la cellule humaine. Donc c'est très mystérieux et c'est très intriguant. En microbiologie, il y a eu une évolution majeure qui s'est faite cette dernière décennie, qui a été de comprendre que nous avions besoin des microbes et notamment de vivre en bonne intelligence avec eux. Depuis Pasteur, on était plutôt dans la logique que les microbes c'est dangereux,
qu'on est entouré de dangers et qu'il faut lutter contre, donc stériliser. D'où la société hygiéniste. Hygiéniste. Et les antibiotiques, Dieu merci, qui permettent de détruire certaines bactéries. Avec la découverte du microbiote, de ce kilo et demi de bactéries amies qu'on a dans le tube digestif, il y en a plus que nous n'avons de cellules dans le corps. Et on a besoin de ces bactéries pour vivre. Sans elles, on ne peut pas digérer certains aliments, on n'a pas d'immunité, on n'a pas certains neurotransmetteurs. La sérotonine semblerait produite à hauteur de 90% par certaines bactéries. Et puis que la population de notre microbiote reflète notre état de santé et notre exposition notamment à des facteurs toxiques. Donc si vous bouffez mal en permanence, que vous êtes exposé à des pesticides et que vous êtes super stressé et que vous ne faites pas d'athlétisme, vous allez avoir, excusez-moi, un microbiote de merde. Facile, mais voilà, un microbiote très déstructuré par rapport à ce qui est bon pour la santé. Alors que si au contraire vous vous nourrissez essentiellement de produits végétaux de qualité, non altérés, non empoisonnés, avec quelques compléments protéiques et autres, vous allez avoir un microbiote d'enfer qui va vous permettre de courir comme une bête pendant des dizaines de kilomètres et d'être en bonne santé. Ma dernière question sérieuse était de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Vous venez de donner la réponse. Mais c'est ça. Et donc ce microbiote, cette collaboration avec les bactéries est essentielle à notre santé. Donc déjà, ça change notre relation au monde invisible, au monde tout petit biologique. Mais il y a aussi beaucoup de questions aujourd'hui autour du virome. C'est-à-dire qu'on héberge aussi des milliers de milliards de virus en permanence. Et je dirais que le projet évolutif, si tant est qu'une espèce de virus est un projet, mais c'est de vivre en symbiose avec l'être humain. Aujourd'hui, plus de 80% de la population est porteur du virus... comment s'appelle cette maladie, vous savez, herpès. 80% de la population est porteur d'herpès, l'immense majorité des gens sans aucun problème pour la santé. Ça, j'ai envie de dire, c'est le succès du virus. Voilà, il vit en bonne intelligence avec notre espèce sans créer de dégâts. Et ce qu'on voit d'ailleurs avec les virus émergents, c'est que souvent il y a une atténuation de leur gravité. Dans un premier temps, c'est comme si la rencontre entre le nouveau virus et l'immunité humaine produisait un espèce de chaos comme ça dramatique. Puis ça se lisse avec le temps et le virus est moins dangereux. Pour retrouver un équilibre. Pour qu'on trouve un équilibre. Donc c'est des questions passionnantes et qui seront sans doute d'autant plus d'actualité que déjà des mutations vont continuer. Donc on aura d'autres épisodes. Et puis qu'il existe une question intéressante sur la fonte du permafrost, le dégel du permafrost, et le fait qu'il y a littéralement des millions de sortes de virus qui sont encapsulés, qui ont existé à un moment donné de l'histoire et qui sont encapsulés sous le sol gelé et qui, à la faveur du dégel, vont se remettre en circulation. Alors, certains virologues sont rassurants en disant que tant qu'un virus n'a pas envahi l'espèce humaine dans le passé, a priori, ça va être des virus qui vont se promener dans l'environnement sans danger pour nous. Mais d'autres soulignent le risque que parmi le millier d'espèces concernées, il y en ait quelques dizaines qui puissent être dangereuses pour l'être humain. Et c'est vrai que dans le passé, des épidémies comme je sais pas, la variole, etc., dans le Nouveau Monde, quand les explorateurs et les colons sont arrivés, les populations amérindiennes n'avaient pas d'immunité et il y a pu avoir littéralement des populations décimées à cause de ça. Donc il va y avoir un risque viral pour la suite et d'où l'importance de gagner en intelligence à la faveur de cet épisode. Aussi au niveau politique, évidemment, qui va donner la ligne aux gens pour trouver une santé. Dernière question, athlétique, celle-ci, non plus athlétique de l'esprit, mais athlétique du corps. Vous êtes genevois, on est d'accord ? Oui, oui. Vous connaissez l'escalade, la course de l'escalade ? Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà participé ? Non. Jamais. Jamais. Et pour une raison bien simple, c'est que j'aime pas je suis pas très adepte des mouvements de foule. Donc j'adore le sport, je le pratique, je cours volontiers, mais courir avec des milliers d'autres personnes sur le pavé et le goudron d'une ville, parce que tout le monde le fait à ce moment-là, c'est pas tellement dans mon ethos personnel. Après que ça plaise à des gens, je le critique aucunement, tant mieux, et je trouve super que ça existe, mais j'aurais pas eu d'appétence pour ça à un titre personnel. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 stars genevoises de la course à pied ? 2 stars genevoises de la course à pied ? La première s'appelle Tadesse Abraham. Ça vous dit quelque chose ? C'est pas très genevois comme patronyme. D'origine érythréenne. Magnifique. Mais il est suisse, un autre s'appelle Julien Vanders, qui habite pas loin d'ici d'ailleurs. Ok, super. Ça vous dit quelque chose ? Rien du tout ? Non, je suis désolé, je suis peu sport de compétition, c'est vrai, depuis quelques années dans ce registre-là, je m'en excuse.
Peut-être qu'on vous invitera sur le plateau athlé.ch lors de la prochaine escalade. Ce sera le 6 décembre. Merci beaucoup, Jean-Dominique Michel, de nous avoir accueillis dans votre bureau de l'association Pro Mente Sana pour un esprit sain, dont vous êtes le secrétaire général. C'est un immense plaisir et un honneur, un soulagement de vous lire, de vous entendre, de vous voir, nous aider à comprendre et donner un sens à tous ces mystères pas toujours agréables à vivre si on est éberlué ou qu'on a perdu le sens. Continuez à nous suivre sur athlé.ch et Fusis pour mieux comprendre les choses de la vie avec le moins de peur et le plus de santé et de joie possible. Allez, bonne suite à vous tous. Hashtag, c'est notre hashtag depuis le début, obéissons, mais osons penser. Merci beaucoup pour votre accueil et votre écoute. Merci.